bienvenue à tous. Nous sommes ravis de recevoir Frédéric Zang qui va donc nous parler de son livre La Nouvelle Antigone, quand le mythe et l'actualité se rejoignent. Après tout, c'est la fonction des mythes, hein, de nous parler de l'actualité. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Patrice qui va donc animer cette rencontre et à Frédéric. Merci. Merci Claudine, bonjour à chacune et chacun. Alors un petit mot pour présenter Frédéric. D'abord Frédéric a une grande qualité, c'est qu'elle est membre des Baptisés du Grand Paris, bien qu'elle habite à Lausanne. Et deuxième qualité, elle est membre du comité de la Jupe. Bon. Ouais. Elle est par ailleurs professeure. Plus active au comité de la Jupe qu'au baptisé. Bah non, puisque tu es là. Elle est par ailleurs professeure de français, donc en Suisse, et par ailleurs membre d'Extinction Rebellion. Et j'ai pu lire sa pièce de théâtre, La Nouvelle Antigone. Voilà, vous la voyez là, c'est aux éditions Unicité. Et je suis très heureux qu'elle puisse venir nous en parler parce que vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, on avait fait un cycle de travail sur l'écologie avec les Chrétiens unis pour la Terre. Quand, ben voilà Philippe, en 2015 est paru l'encyclique Laudato Si, récemment l'exhortation Laudate Deum, et que donc la nouvelle Église à laquelle nous aspirons doit inévitablement se préoccuper des questions d'écologie. Alors, avant de poser quelques questions à Frédéric, on a décidé de faire une petite mise en scène de 2 minutes en vous faisant une lecture de la pièce de théâtre, parce que c'est pas un essai, c'est pas un roman, 2 pages, hein, 2 pages. C'est une pièce de théâtre. Donc ça dure 2 minutes, mais pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, je parle sous le contrôle de Frédéric. Il y a donc Antigone, il y a sa sœur Ismène, que je vais interpréter avec beaucoup de courage. Et puis, il y a l'évocation de Créon. Et Créon, c'est le président de la République dans la scène. Et vous voyez que Créon a quelques ressemblances avec Macron. Voilà. Donc, ça vous donne l'actualité d'Antigone. Alors, vas-y, Frédéric, je vais essayer de te donner la réplique au mieux. Voilà. Donc, vous imaginez, ce sont 2 jeunes filles. D'accord? Donc, voilà, il y a déjà un aspect comique auquel je tiens beaucoup, qui est accentué par l'incarnation des personnages aujourd'hui. Alors, elles sont assises dans le jardin du palais de l'Élysée. Ismène, ma chère sœur, que peut-on ajouter ce soir à l'accumulation de nos malheurs? L'espoir de 2019, qu'est-il devenu? D'abord le virus et maintenant l'Ukraine. Les militants sont dispersés, les activistes au tribunal. Et pourtant, la Bretagne a brûlé l'an passé. Et en Gironde, les méga-feux, des flammes de 50 mètres de haut. Ne soyons pas négatifs. On a le droit de travailler maintenant plus longtemps et on est tous vaccinés. Diversion. Les Français sont devenus dociles. Et la police fait peur. L'eau manque en Inde. Les océans ne cessent de monter, les nappes phréatiques vont se remplir d'eau de mer. C'est l'emballement irréversible. Et partout, des brutes sont portées au pouvoir. Pourtant, ici, on est tranquille. Ah oui, la Seine s'écoule entre ses rives bétonnées, les éboueurs escamotent les déchets, les investisseurs couvrent le CAC 40, béton, bitcoin, béton, bitcoin. Oui, Antigone, qu'est-ce qui nous a été épargné depuis que nos parents nous ont abandonnés sur ces rives misérables? Des parents allergiques à leurs propres enfants. Seul le tonton est incontestablement présent. Oui, nous sommes échus à l'oncle Créon. Le moins joueur de tous les tontons. Une main de fer dans un gant Hermès. Le riche, le rusé, le protéiforme Créon. Et bluffeur, bluffeur, la réalité dissoute dans le mensonge. Du plus intime au plus public, tout est faux. Il t'appelait la folle parce que tu lui tenais tête, mais il aimait débattre avec toi. Antigone, le petit génie de la famille. Mais non, il aimait m'écraser sous son savoir, sa confiance en lui. Il n'a pas changé, Ismène. Oncle Créon, qui n'a pourtant rien négligé pour faire de nous des nièces modèles,
tennis, équitation et école alsacienne. Ouais. Nous sommes les petites filles gâtées du monde moderne. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée, c'est un peu court, mais c'est très vivant, il y a énormément de dialogue, c'est une pièce, et je vous recommande vraiment la lecture, c'est passionnant. Alors, Frédéric, la première question, c'est pourquoi tu as écrit ce texte et sous une forme de pièce de théâtre? Ben, pour répondre à cette question, il faut que je vous raconte un peu les circonstances d'écriture, hein. Le projet, il date de 2019, c'est les grandes grèves du climat. Bon, Greta Thunberg, elle est apparue dans les médias en 2018. Et puis le temps que sa vague se répande, eh ben, en Suisse, la naissance des grandes grèves du climat, c'est 2019. Donc l'apparition d'Extinction Rébellion à Lausanne. Et puis, un soir, je sors du lycée, enfin du gymnase, comme on dit là-bas, et puis je reçois un SMS, viens nous rejoindre, on est sur le pont Bessières. Et puis, j'arrive au pont Bessières, le grand pont qui traverse une vallée assez profonde à Lausanne, et je vois une marée de gens étalés par terre dans un daïn, et parmi lesquels mes deux filles, installées en tortue, ces formations de résistance à la police dans des résistances non violentes. Et puis là, bah, voilà, réclamant avec un rideau de policiers vaudois, assez interloqués, mais débonnaires, hein, vraiment très, très sympa, très tranquille. Hein, c'est pas les policiers que vous avez maintenant en France, mais réclamant, donc ces activistes réclamant que l'État de Vaud proclame l'état d'urgence climatique. Alors moi, ça fait 30 ans que j'attendais ça, parce que je suis écologiste depuis longtemps, au courant, et Dieu sait de tout ça. Et puis là, enfin, ça bougeait, parce que c'est incompréhensible l'insensibilité ou l'ignorance dans laquelle on est en général. Donc là, enfin, ça bougeait, donc j'étais très émue. Et puis, en même temps, moi, comme tu l'as dit, je suis prof de français, donc l'Antigone de Sophocle, je l'enseigne régulièrement à mes élèves. Et tout d'un coup, il y a eu une espèce de connexion, de tuilage entre les deux situations. Et je me suis dit, mais c'est un carambolage passionnant de l'histoire. C'est exactement la situation d'Antigone, c'est-à-dire que ce sont, disons, une jeune fille dans l'Antigone de Sophocle, c'est une jeune fille qui réclame et qui refuse d'obéir à l'ordre de son oncle, qui a édicté une loi selon laquelle on n'a pas le droit d'enterrer son frère. Elle dit, la loi divine est la loi de la famille, elle est au-dessus de ton règlement, donc moi, j'enterre mon frère. Tu peux dire ce que tu veux, j'enterre mon frère. Et là, ces jeunes sur le pont, ils disaient, vous pouvez dire, enfin, le règlement de l'État de Vaud peut dire ce qu'il veut, nous, on défend en fait la vie sur Terre. C'est un enjeu qui est plus, comment dire, plus sensible aujourd'hui que le fait d'enterrer ses morts. C'est peut-être quelque chose qui est moins sensible pour nous que pour les Grecs anciens, le fait de devoir enterrer sa famille. Donc là, c'était exactement la même situation. Donc voilà, j'ai gardé le projet par devers moi. Là-dessus, le confinement est arrivé. J'ai fait des lectures nombreuses. J'ai accumulé des exemples, voilà, des connaissances. Et puis au moment du confinement, je me suis mise à écrire cette pièce et j'ai essayé de faire, comment dire, j'ai vraiment pris modèle sur Sophocle, quoi. Alors effectivement, on suit la pièce de Sophocle. Mm. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de la revendication d'Antigone par rapport à son oncle Créon, Macron? Mhm. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, donc, comme je vous le disais, dans la pièce de Sophocle, elle réclame le fait de pouvoir enterrer son frère. Et Créon l'interdit, donc Créon la condamne à mort. Dieu merci, on n'est plus dans des régimes où on peut condamner à mort, donc il fallait qu'elle se place dans une situation où elle-même, comment dire, établissait une sorte de chantage auprès de son oncle. Si tu ne fais pas ce que je te demande, si tu n'établis pas ce que je te demande, moi je mourrai. Donc pour faire fonctionner les médias et la machine à buzz. Et donc, elle lui demande comment dire, de, de faire cinq semaines, de former les gens, en fait. Hein. Et c'est une demande éminemment démocratique. Elle demande que les gens soient mis au courant. Elle lui demande de dire la vérité. Et c'était une des revendications d'Extinction Rébellion
à l'époque, en 2019. Ça l'est toujours d'ailleurs. Dire la vérité aux gens. Mais pas dire la vérité, elle n'est pas étouffée dans nos régimes, hein. On peut aller la chercher. On peut lire le rapport du GIEC, mais qui va le lire et qui va en comprendre les conséquences vraiment et voir les risques auxquels on est confronté? Bah, personne, enfin les militants et les scientifiques. Mais les gens, il y a un état d'esprit, une organisation médiatique qui fait qu'on pense à autre chose et une organisation aussi du travail. Donc là, elle dit on va s'arrêter, hein, scoler, ça veut dire on va faire une véritable école, une pause en quelque sorte dans le train-train, et tu vas organiser une formation pour tout le monde, mais pas seulement les Parisiens comme nous, pas seulement les gens éduqués, absolument tout le monde, les ruraux, les gilets jaunes, les pauvres types de l'autre bout de la France. Tu vas leur apprendre dans quelle situation on est, mais véritablement. Alors, il y aura une semaine pour le réchauffement, une semaine pour l'effondrement de la biodiversité, une semaine pour les transports, une semaine pour les diverses solutions politiques vers lesquelles on peut se tourner. Et puis, on votera. À l'issue de ça, on votera. Et ce que je voulais, en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elle va lui demander? Est-ce qu'elle impose, bah, je sais pas moi, la taxation du kérosène pour les avions, ou l'arrêt de la viande, ou l'arrêt de la transformation de l'agro-industrie? Mais si elle impose quelque chose, les gens n'étant pas au courant, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est la ruse de la démocratie, en quelque sorte, d'essayer de passer par la raison et de passer par l'information. C'est ce que disait Claude Lefort. Les deux piliers de la démocratie, c'est la formation et l'information. Donc, il s'agit de ne pas casser l'école publique, et d'informer vraiment les gens, ce qui n'est pas vraiment le cas pour l'instant. Est-ce que j'ai répondu Non. à ta question? Oui, mais alors, dis-nous comment se passe ce dialogue et quelle Alors est oui, le qu'est-ce qu'elle levier explique de... si finalement il n'accepte pas Voilà. de, Et là, de et là, geler le pays pendant 5 semaines, qu'est-ce qu'elle va faire? elle a comment dire, un point d'appui, enfin pour le mettre au pied du mur. Elle grimpe sur la Tour Eiffel. Alors pourquoi la Tour Eiffel? J'ai tourné ça un peu dans tous les sens dans ma tête, et j'ai choisi la Tour Eiffel parce que bah, voilà, tout le monde la connaît, c'est Paris, mais c'est aussi le symbole de la société thermo-industrielle dans laquelle on est. C'est vraiment le moment où on a construit la Tour Eiffel, l'exposition universelle, etc. C'était la foi qu'on avait c'était un monde scientiste. On pensait qu'on allait à la fois connaître une émancipation, une liberté, une prospérité grâce à la science et grâce à la technologie. Donc, elle se poste sur le symbole même de cette société pour la faire basculer dans un nouveau, ce qu'elle espère, un nouveau modèle, un nouveau régime. En tout cas, elle veut donner la parole et informer les gens. Avant tout, c'est ça. Elle dit qu'elle se conformera absolument à ce qui sortira des urnes une fois que ces 5 semaines auront été dispensées. Elle n'est pas, comment dire, voilà, ce que je voulais éviter, c'est qu'il y ait une sorte d'accréditation de cette fameuse thèse de dictature verte, évidemment, que les gens mal informés transportent avec eux, quoi. Voilà, dispensent. Alors, donc effectivement, il y a des scènes de dialogue très très argumenté, et c'est un des éléments très forts de la pièce, c'est que tu ne caches pas les arguments des uns et des autres. Créon lui disant, enfin, c'est impossible d'arrêter le pays pendant 5 semaines, t'imagines les grèves, les mouvements sociaux, le chômage, et voilà. Donc ça discute. Il y a d'autres discussions du même type entre le fils de Créon, qui est amoureux d'Antigone, et Créon lui-même, entre le père et le fils, avec toujours beaucoup d'arguments qui sont échangés. Et puis à un moment, tu fais apparaître un personnage un peu particulier, là aussi en référence à la pièce de Sophocle. Oui, alors dans la pièce de Sophocle, elle a cinq grands actes. J'ai vraiment respecté totalement sa charpente. Il y a le premier acte qu'on a commencé à lire, c'est un dialogue entre les deux sœurs. Après, la confrontation d'Antigone et de Créon. Ensuite, le fils de Créon qui vient plaider la cause de sa fiancée. Donc là, j'ai gardé la même chose, sauf que Aimon, il est également activiste, il est également écologiste, bien qu'il adore son père, j'ai essayé de rendre ce Créon humain et de montrer à quel point il aime son fils lui aussi.
Et comme, voilà, c'est pas une machine à réprimer, enfin, j'espère. Et dans la dernière, dans l'avant-dernier acte de Sophocle, il y a un personnage religieux qui est le devin de Thèbes, le grand prêtre de Thèbes, qui vient lui aussi frapper à la porte de Créon en disant: mais arrête d'être un petit bonhomme obstiné. Tous les signes des dieux sont contre toi. Il faut que tu entendes ce qu'on te dit. Cette fille t'a parlé, ton fils t'a parlé, et maintenant c'est moi qui viens de parler. Ça pue dans toute la ville. Je n'arrive même plus à faire les sacrifices. Ça sent vraiment mauvais. Il faut que tu entendes la voix de la sagesse. Et Créon reste obstiné, capricieux, enfin c'est comme ça que Sophocle le montre en tout cas. Et on voit il est aveuglé. Et dans la pièce, dans la tragédie grecque, ce sont les dieux qui nous aveuglent, hein. Et donc il y a un destin qui aveugle Créon. Il est assez désagréable et assez machiste et voilà, il a raison, il veut absolument tenir le manche. Mais ce sont les dieux qui décident, évidemment. Et donc ta question, voilà. Et donc cette dernière personne, donc Tirésias pour les Grecs, bah voilà, à des cathos, je vais pas expliquer l'idée qui m'est venue pour le remplacer. Évidemment, j'ai utilisé, voilà, cette pièce, c'est un petit peu, il y a eu une espèce de circonstance, il y a une écriture collective hein, entre les activistes de Lausanne, entre cette personnalité de notre président, entre le pape extraordinaire qu'on a. Évidemment, c'est le pape François que j'ai, enfin bon, je l'appelle pas François, mais c'est quand même le pape catholique qui arrive sur scène. Et donc, il y a un dernier dialogue, un dernier bras de fer argumentatif entre donc Créon et le pape. Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à lire ce dialogue qui est aussi assez drôle parce que tu ne mâches pas tes mots contre l'Église et le pape argumente aussi à sa façon et conjure Créon enfin, de répondre positivement à Oui, Antigone. pour lui cette fille est providentielle, en fait. C'est aussi un signe de Dieu. Il doit écouter, il doit entendre ça. Il est vraiment dans la situation où il y a un signe important qu'il doit écouter. Voilà. Mais c'est bizarre que tu dises que je suis dure avec l'Église parce que je trouve que la plupart des écolos sont anti-catholiques, bien sûr. Hein. Je suis vraiment sur une ligne très, très rare. Voilà. Donc, ils sont choqués que je fasse intervenir le pape. Ils sont choqués que le pape soit sympathique, justement. Mm. Alors, on vous laisse deviner et lire la conclusion de la pièce, mais qui est fidèle à la pièce de Sophocle. Ah Voilà. ben, c'est une tragédie, ouais, c'est une C'est une tragédie. tragédie. Mais Bon. ce qui m'a tenu à cœur, c'est que, évidemment, le sujet est affreux, le sujet est plombant. On est aujourd'hui dans une situation vraiment dramatique, et puis c'est une tragédie. Alors, moi, je pense que la seule solution qu'on ait, mais aussi au quotidien, en fait, hein, c'est garder le sens de l'humour. Je veux dire, et donc, j'ai gardé aussi les intermèdes de Sophocle, parce que dans les tragédies grecques, il y a une grande scène entre deux personnages, le protagoniste et un interlocuteur, et puis il y a un intermède où intervient le cœur. Et le cœur, c'est l'image de nous, c'est vraiment une forme, la tragédie, c'est vraiment une forme qui est née en même temps que la démocratie, c'est-à-dire il y a un débat sur la scène, et puis ensuite, il y aura un débat parmi les spectateurs. Donc la démocratie, elle est vraiment un peu à tous les étages. C'est Antigone qui la promeut dans sa demande, enfin que moi j'ai imaginé. Et puis, elle est un héritage de la tragédie grecque. Elle est née, la tragédie est née, je répète encore, en même temps que la démocratie. L'art du débat, le fait de débattre, de ne pas accepter un état de fait, mais de pouvoir en discuter entre citoyens, c'est un héritage des Grecs, justement. Donc, je trouve que c'était vraiment une forme tout à fait adéquate, enfin contemporaine. Mais c'est tellement lourd, le sujet est tellement plombant qu'il faut des moments drôles. Et j'ai essayé, en tout cas, voilà, essayé de mettre du comique dans les intermèdes. Parce Alors, il y a que, des moments drôles, mais il y a un moment qui est quand même assez extraordinaire, c'est le cantique de la destruction. Ça fait 2 pages. Je vous en lis juste des petits passages, parce que pardonne-nous, Monseigneur, pour notre frère l'air, parfois si sale et si épais qu'on ne voit plus le bleu du ciel. Pardonne-nous, Père, pour notre sœur la Loire qui agonise, car son cours doit refroidir 4 centrales nucléaires.
Pardonne notre mère pour la Durance impétueuse qui cascadait. Pardonne-nous pour le grand contournement illégal de Strasbourg. Peux-tu pardonner à Bouygues? Pardonne-nous, notre mère, d'arroser le maïs en pleine chaleur et de chier dans l'eau potable. Pardonne-nous, notre mère, pour la pêche électrique, pour ces filets tendus au fond de la mer et les poissons au ventre blanc qui remontent morts à la surface. Pardonne-nous pour Amazon, Google, Facebook, Apple et le delta du Niger, gorgé d'hydrocarbures, etc., etc. Vous en avez 2 pages. C'est quand même assez fort. Alors, c'est une réécriture, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une réécriture du cantique de Saint François, oui. Voilà, hein, du cantique à notre. Voilà, la Alors, de Laudato aussi, justement, hein, du modèle du pape. Dernière question. Tu as écrit une pièce de théâtre, ce qui d'ailleurs est tout à fait intéressant, parce que tu nous en parlais. Le théâtre, c'est toujours été le lieu où les débats publics Voilà. étaient posés, Oui. et ce qui a perdu un peu de cet aspect dans le théâtre contemporain. Donc ça, c'est une autre raison de se réjouir de cette pièce. Comment tu vois la suite pour cette pièce? Comment est-elle reçue? Est-elle jouée? Est-elle lue, etc. Oui, oui, merci pour cette question. Mais déjà, le théâtre contemporain, si vous êtes familier des scènes de théâtre vraiment d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de texte, en fait, hein. Il y a des danseurs de cordes, il y a des djembés, il y a beaucoup de costumes extraordinaires, de plumes et de trampolines, mais il y a eu vraiment une mode, peut-être que c'est un petit peu en train de changer, mais où il y avait très peu de texte et très peu on s'appuyait peu sur un texte. Moi, je sortais souvent frustrée parce que j'aime bien qu'il y ait un arrière-plan et pouvoir réfléchir et ruminer un peu après la pièce. Donc ça c'est déjà un peu décalé. Ce qui est aussi décalé, c'est moi, parce que je suis un vieil auteur. Une femme, c'est plus trop un problème, mais un vieil auteur, quelqu'un qui a eu beaucoup de peine à se faire publier, et puis qui n'a aucun contact dans le monde du théâtre. Voilà, je connais personne dans le monde du théâtre. Donc, j'arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. J'ai envoyé une cinquantaine d'exemplaires à des journalistes. Ils l'ont mis pour caler leur bureau. Je n'ai eu aucun retour, en tout cas en France. Et j'ai eu 3 retours en Suisse avec des entretiens, un entretien à la radio et deux articles dans les journaux qui étaient très, très favorables et sympathiques. Mais ce qui se passe quand même, et tu vois, elle est sortie en janvier et maintenant, toi, tu m'interroges. C'est une espèce de, comment dire, En janvier de l'année dernière. Oui, oui, en janvier 23, bien sûr, oui, oui. Elle n'est pas morte. Ça, c'est déjà extraordinaire. Dans la situation où je suis, elle n'est pas morte. Il y a eu pendant toute cette année des lectures incessantes dans des librairies, avec des profs, avec des activistes. Bah, les militants d'Extinction Rébellion s'en sont saisis. Moi, j'ai rejoint les copains à Paris, par exemple, et on l'a lu. On a fait une lecture avec des comédiens, des activistes qui sont aussi des comédiens, à l'Académie du Climat dans le 4e. On a fait une lecture à la Maison Ouverte de Montreuil. Alors, pas toute la pièce, évidemment. On a lu 3 actes, puis après, on a fait un petit débat. On a lu à la librairie Utopia à Paris, on l'a lu à Clermont-Ferrand, on l'a lu à Besançon, à Lausanne 2 fois, à Genève 2 fois, je ne sais plus où, et puis à Troyes la semaine dernière à la fac de Troyes. Et ça part avec des gens qui ont l'occasion de la lire. Et des lecteurs qui sont emballés un peu comme toi et qui l'apportent. Mais après, est-ce que ça va faire long feu ou pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a un groupe d'activistes et comédiens à Paris qui sont assez mordus pour essayer de la monter. Ils veulent la monter. Ils sont en train de fabriquer une compagnie administrativement. Et la librairie Utopia, qui est aussi un mouvement d'éducation populaire, est comment dire, aussi une maison d'édition modestes, bénévoles, etc., mais vraiment des gens extraordinaires, ont une université d'été. Et ils veulent qu'on fasse leur partie culturelle. Donc, en octobre prochain, il va falloir qu'on soit prêt pour la jouer à l'université d'été de Utopia. Donc, c'est vraiment génial. Moi, j'ai l'impression qu'elle apporte une joie de militer, en fait. Il y a un bouquin de Juliette Rousseau qui s'appelle La joie de militer. Ben, c'est ça, on se retrouve, c'est souvent très amical et très rigolo, et on joue, et ça nous détend par rapport à ce sujet qui nous angoisse tous, qui nous réveille la nuit. Ça nous donne du plaisir, quoi, et du partage et de l'amitié.
Bon, merci beaucoup, Frédéric. Donc, on arrive à la moitié de notre Un livre, une voix. Et donc, la seconde moitié est consacrée aux questions que vous voulez poser à Frédéric. Donc, la parole est à vous. Donc, je vois Jean-François laver la main. Oui, mais d'abord, je voulais vous remercier, madame, parce que j'ai lu la pièce Ah, et merci. je C'est trouve moi que qui ça vous fait remercie. vraiment, enfin, c'est une occasion de réfléchir. Je l'ai lu comme ça, c'est-à-dire comme il y a des arguments des deux côtés, ça Mhm. oblige à penser. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et d'ailleurs, ça m'a posé la seconde question. Mais enfin, bon, du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne vais pas les dire maintenant parce que ce n'est pas le lieu. Mais et je voudrais commencer par une. Il y a un point qui m'a surpris dans les personnages. C'est le personnage d'Alexandre. Je- c'est le ministre, bon, je dirais de la transition écologique, et à l'époque, c'est le développement durable. Mhm. Euh, et vous C'est le pas anodin. ridiculisez quand même, hein, Comment vous disons, dites? vous le ridiculisez. Euh, Totalement. et oui, mais c'est justement cette évidence que je conteste pour ma part, parce que j'ai le sentiment que si on veut que les sujets écologiques progressent, il faut que l'écologie militante et l'écologie institutionnelle fonctionnent toutes les deux. C'est-à-dire que l'écologie militante stimule l'écologie institutionnelle, mais finalement, on a quand même besoin de l'écologie institutionnelle pour avancer, parce que c'est elle qui établira des normes et tout ça. Donc, il me semble que discréditer l'écologie institutionnelle, qui est en fait le cas dans la pièce, n'est pas judicieux stratégiquement. Alors, est-ce que vous partagez Ok. ce point de vue ou pas? Oui, mais j'accepte tout à fait la critique. Vous avez peut-être raison. J'ai pensé à Laurent Alexandre. Vous voyez qui c'est? Ah oui, oui, bien sûr, oui. C'est voilà, un type qui est un adepte de la puissance, de la technique, de la technologie. On va s'en sortir avec toutes les Oui, technologies, c'est etc. Et lui. qui est assez ridicule Ouais, à mes yeux en ouais. lui-même. Donc voilà, je me suis un peu amusée. C'est très satirique, effectivement. Ben oui, quand on connaît les problèmes, c'est vrai que l'écologie institutionnelle est un sujet de rigolade infini, en fait, Oui, infini. mais je pense pas que ça soit justifié. Enfin, Si je peux, je ne le si ressens je- pas comme ça. ouais. Je sais Il pas. y a quand même un Moi, travail énorme de ce ministère, hein. Et finalement, c'est quand même les normes qui sortiront de ce ministère qui sauveront ou pas la partie. Donc, c'est bien un enjeu vous important. n'avez pas tort, mais c'est en permanence des reculades, en fait, quand on connaît un petit peu le sujet. Si vous voulez, du comique, il y en a tous les jours. Rendre l'autoroute, le projet de l'autoroute A69 éco-compatible, euh, voilà, vous tombez de votre chaise, quoi. L'Europe qui lance son Green Deal en s'apprêtant à reconduire le glyphosate pour 10 ans, bah voilà, vous tombez de votre chaise aussi. Donc, si la COP28 à Dubaï, voilà. En Suisse, par exemple, l'équivalent du ministre de l'Environnement, c'est-à-dire le conseiller fédéral chargé de l'environnement, qui a été nommé en 23, c'est un type qui a été président du lobby du mazout et des autres fossiles de D'accord. 2015 à 2022. OK. C'est Oui. quand même fantastique. Enfin, je sais Oui. pas, moi je trouve ça Oui. hyper comique. Oui. Et le type, il s'appelle Rochety en plus, hein. Rochety, c'est les pommes de terre grillées qu'on adore en Suisse. Voilà, si vous voulez, c'est un peu amer, hein, ma réaction. Voilà, c'est une façon de ne pas pleurer, en fait. Voilà, une D'accord. façon de ne pas pleurer. Voilà, puis je l'appelle, dans la pièce, je l'appelle développement durable, la ministre du développement durable, qui est une Oui, c'est contradiction dans les l'oxymore termes. quelque Voilà. part, oui. Mais vous avez raison, dans l'absolu, voilà, si vous êtes un homme politique, il faut y croire, puis il faut y aller, puis il faut vous battre. Mais voyez, Nicolas Hulot a fait des pieds et des mains pour se faire entendre, et il avait beaucoup de sympathie pour Macron au début du premier septennat. Il est parti dégoûté, quoi. Il a claqué la porte en disant, mais ils sont complètement sourds, et c'est délibéré. Enfin, il y a un cynisme. Euh, voilà, c'est mon point de vue. Et puis, j'ai voulu effectivement ridiculiser le greenwashing et puis faire un moment comique, quoi, parce que je donne des exemples qui sont, j'espère, qui peuvent faire sourire, quoi. Mais des exemples qui sont vrais en plus, hein. Pas tout à fait tous, pas le troisième. Le troisième est carrément délirant. Mais les deux premiers sont vrais et néanmoins délirants. Voilà, Non, mais sur ce point, si je peux me permettre, c'est vrai que c'était une des critiques que je t'avais faites parce que il y a plusieurs points de vue. Il y a ceux qui disent on s'en sortira par la technique
et Oui, par une accélération du progrès technique qui apportera des solutions, par exemple pour absorber le carbone ou des choses comme ça. Bon. c'est Laurent C'est un Alexandre. peu la position que tu fais tenir à ce monsieur Alexandre. Mhm. Il y a ceux qui disent il faut des normes, il faut utiliser la puissance financière des grandes sociétés parce que nous aurons besoin Oui. de cet argent pour trouver des solutions. C'est Et ce que disait Gaël Giraud, par exemple. ce, ce point de vue-là n'est pas trop représenté dans la pièce. Non. Bon, voilà, mais c'est un... Voilà. Non, mais bon, c'est une pièce militante. Oui, pas Alors, tout. ce que j'espère et ce qui me fait plaisir dans ce que vous dites, c'est ne pas avoir ridiculisé Créon. Parce qu'il est aux Non, Créon, affaires c'est pas et ridicule. il a des moments d'angoisse et il a un cœur, en fait. Hein. Il a un Oui. fils, il l'aime et il écoute. Il écoute, après, il ne les prend pas trop au sérieux, d'accord. Mais j'espère que c'est un personnage qui tient la route quand même, qui tient à la route avec ses arguments. Parce que ce serait dommage Oui, bien sûr. qu'il soit totalement écrasé, quoi. C'est ça, ça n'aurait pas de poids, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai d'autres, pendant que les autres euh, réfléchissent. Oui, vas-y. Moi, j'ai une question sur la fin. Alors, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe, hein, parce qu'il faut laisser le plaisir au lecteur. Mais les tout derniers mots me laissent perplexe. Je les lis, hein, parce que ça ne mange pas l'histoire, si je puis dire. Il y a une vie à la bougie, et peut-être même une belle vie. Alors, je dois dire que cette conclusion, moi, j'ai aucune envie de revenir à la bougie. Alors, vraiment, et c'est vraiment ça votre idée? Enfin, Ben, je pense qu'on y est. ça m'a interloqué, cette fin. Oui, ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense déjà qu'on n'y échappera pas parce qu'on va entrer dans un moment de manque de ressources, de misère voilà, de contraction des richesses et de l'abondance dans laquelle on a vécu nous. Donc, on n'y échappera pas. Mais je pense qu'on peut comment dire, est-ce que ça rend vraiment plus heureux de changer d'iPhone tous les 6 mois, Ah non, ça, d'avoir un SUV plus grand que son voisin et un chalet et une maison à la mer et un grand appartement, etc. Je pense pas que ce soit ça qui nous rende vraiment plus heureux. J'ai l'impression, comme je vous parlais, de la joie de militer. J'ai l'impression que ce dont on crève dans notre société, c'est de solitude, de dépression, d'addiction. En fait, on est dans un monde où on consomme énormément, où on extrait énormément de richesses de la terre, mais on en fait quoi? Ben, on n'apprend ni à partager, ni à vivre, ni à être joyeux, ni à être créatif. Et effectivement, oui, cette dernière phrase, j'y adhère. Effectivement, je pense qu'on peut être très heureux à la bougie. Alors si, mais maintenant, il va nous falloir choisir où est-ce qu'on met l'argent qui nous reste, où est-ce qu'on met les ressources qui nous restent. Est-ce qu'on choisit d'aller dans l'espace, de préparer la guerre, par exemple, hein, au hasard, voilà. Est-ce qu'on choisit de préparer la guerre ou est-ce qu'on met cet argent dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans réparer et restaurer un réseau de transport public qui soit vraiment efficace et commode pour tout le monde? Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on concentre la richesse dans certaines mains et on manipule les gens comme on est en train de le faire? Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est les moments avec les autres. C'est l'amitié, c'est une famille qui va bien, c'est des nouvelles rencontres, c'est un projet qui peut être tout simple, qui peut être sur place. En fait, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour trouver du bonheur. Donc, à la bougie, c'est une manière, c'est une expression, voilà, ils veulent nous faire revenir à la bougie, c'est l'expression des gens qui sont hostiles à l'écologie. Mais moi, j'ai passé une part de mon adolescence dans une maison perdue dans la forêt et il n'y avait pas d'électricité. C'est parmi les souvenirs les plus extraordinaires de ma vie. Il y a des questions, il y a des mains qui se lèvent. Donc Anne, puis Jean-Louis, puis Louise-Marie. Oui, Frédéric, ta pièce pose très fortement la question de savoir si on fera la révolution écologique tous ensemble ou si on la fera dans le clivage et dans le choc frontal entre deux
entre deux positions. Et, et je crains, comme on est en démocratie, je crains que si on ne la fasse pas, on ne la fait pas tous ensemble, on aura des gouvernements réactionnaires, anti-écologiques qui vont arriver. C'est une crainte politique que j'exprime là. Hum. J'ai rien à ajouter, hein, moi, je ressens exactement la même chose que toi. Oui, c'est C'est-à-dire que alors la démocratie, là, j'ai un peu des bémols. J'ai l'impression, si tu veux, pourquoi j'insiste dans la pièce, pourquoi elle demande ce personnage très malin d'adolescente qui a une formation politique, pourquoi elle demande à ce que tout le monde soit mis au courant? Parce que on va vers le fascisme, parce qu'on confisque la vérité. Quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ben, c'est une manière de manipuler, d'organiser la colère. Les gens ne savent pas d'où viennent les coups. Les coups qui vont les frapper, là, qui commencent déjà à les frapper, il y a une casse sociale. Et ils ne savent pas d'où viennent les coups. Donc, ils vont s'en prendre à qui? Ben, aux Arabes, aux Juifs. Enfin, il y a un personnage qui le dit dans la pièce, on va s'en prendre à son voisin. Alors, si ils savent d'où viennent les coups, d'un autre côté, comme ils sont pas, enfin, je vois les jeunes Suisses, par exemple, comme ils sont pas particulièrement éduqués en histoire, eh ben, ils deviennent marxistes, mais alors des marxistes pas très sympathiques, hein. Le mot communisme a fait sa réapparition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin, moi je le vois dans le campus à Lausanne. Le mot communisme revient. Ah, j'ai failli tomber aussi de ma chaise en entendant ça. Avec des grandes affiches, tu veux être communiste, viens te former. Mais ils savent pas, ils n'ont pas entendu parler des procès staliniens, ils n'ont pas entendu parler, ils ont pas compris que ce sont dans les mouvements extrémistes les plus pervers qui prennent le pouvoir et qu'ensuite ils nous emmènent enfin que ce soit les fascismes de droite ou un communisme à la Staline, hein. Voilà, ce sont ces gens qui sont décérébrés, qui n'ont pas de savoir historique, qui n'ont pas de bien perspective. sûr, bien sûr, Ce sont des proies délicieuses, hein, pour des orateurs un peu doués dans les bien deux sûr. sens. Voilà, Et donc je suis entièrement d'accord avec toi, d'où mon plaidoyer ardent pour la formation et l'information. il n'y a pas que l'information et la formation, il y a aussi une part de renoncement. Il y a aussi une part de renoncement à une certaine consommation. Et ça, c'est un effort et il ne sera possible que si on le fait tous. Oui, Sinon, ça ne marche pas. oui, ah Donc, bah bien sûr. Moi, voilà, oui. il faut travailler sur le tous ensemble. Absolument. Mais ça, si tu veux, c'est ce que je dis toujours aux gens qui me disent, ah bah oui, mais on peut faire déjà beaucoup tout seul. C'est ça. On va trier ses déchets, on va se priver de voyager, on va s'acheter, on va renoncer à la voiture et on va se sacrifier. Merveilleux, merveilleux programme. Moi, j'ai vécu comme ça. Mais au bout d'un moment, on se décourage. Mais Voilà. bien sûr. Et puis Bien pourquoi sûr. moi? Enfin, il faut que ce soit des lois, des décisions collectives. Et Voilà. si personne ne prend plus l'avion, bah, c'est pas du tout un sacrifice de pas prendre l'avion. Tu prends plus l'avion, c'est tout. On fait autrement et on sera très heureux autrement. Mais il faut que les décisions soient collectives. Et de toute façon, même si on était hyper vertueux, chacun de nous hyper vertueux, on ne pourrait réduire que de 30% nos émissions. Il faut qu'il y ait des décisions collectives. Il faut qu'on ait un réseau de transport public pour tout le monde, pour qu'on puisse. Il y a des endroits où on ne peut pas aller aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de train. Il n'y a plus de train. On a cassé notre réseau. Donc il faut qu'il y ait des décisions collectives. Mais on ne peut pas les prendre de but en blanc. Tu vois, même si Macron était vertueux, il ne pourrait pas du jour au lendemain dire bah, maintenant il y a des tickets pour la viande. Ah, alors là, les gens seraient complètement foudroyés. Donc, il faut une éducation avant et de véritables médias qui disent la vérité. Ben, on n'est pas dans cette situation. Les 80% des médias sont détenus par 9 personnes qui, à mon avis, ne les ont pas achetés pour nous rendre, comment dire, pour nous ouvrir les yeux. La parole est à Jean-Louis. Oui, merci Madame sur ces questions fondamentales, bien que je n'ai pas lu votre ouvrage ou la pièce de théâtre, mais je vais m'y mettre. J'ai trois observations. Premièrement, je suis personnellement d'une famille d'agriculteurs, en plus de viticulteurs, alors c'est doublement condamnable. Pour l'alcool ou pour les intrants? C'est condamnable parce que nous, ils seront les derniers à être aidés. Mais
donc, je ne sais pas quoi dire à ma famille et à mes amis agriculteurs aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mm. La deuxième chose, c'est que vous avez dit qu'il fallait prendre aux riches, alors les SUV, les chalets à la montagne ou à la mer. Bon, mais ça suffira pas. Vous venez déjà un peu de répondre à Anne là-dessus. Ça suffit pas. Il faut qu'on s'y mette ensemble. Alors le problème de l'ensemble, c'est que bon, j'ai été fonctionnaire comme un certain nombre d'autres personnes ce soir. Je m'aperçois que, en plus dans le social et dans le sanitaire, je m'aperçois que les actions de prévention, la simple conscientisation ne suffit pas pour aller vite. Il faut des décisions autoritaires et unilatérales. Alors évidemment, avec le risque que ça casse et qu'on se foute sur la gueule, parce que là, on en est un peu là maintenant, hein. Ne va-t-on pas se battre? Et troisièmement, dans ce sens-là, comment expliquer à nos compatriotes que en 1950, ils dépensaient 40% pour l'alimentation et que maintenant, ils n'en dépensent plus que 15% dans le budget de leur ménage. Voilà. Alors quand je dis ça, on me dit oui, mais il faut d'abord ne pas importer les poulets du Brésil et puis réduire les marges de Lactel quoi, et des grandes marques. Je suis complètement dans le... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'en termine. Sur les transports, j'ai un fils et une belle-fille, ils sont très écolos. Elle est moitié originaire du Danemark et elle est allée au Danemark cet été, comme chaque année. Et alors, elle est allée en train cette année. Donc, au lieu de prendre l'avion depuis Toulouse. Elle a donc mis un jour et demi pour y aller et un jour et demi pour revenir, un petit peu plus d'un jour et demi. Et là, ces trains allemands étaient en retard, paraît-il, qui fonctionnent moins bien que les nôtres. Bravo la SNCF, je dis ça à Jean-François. Et donc, elle est arrivée à la gare Montparnasse, et puis là, il n'y avait plus de train pour aller à Tarbes. Donc, on l'a payé l'hôtel Mercure, hein. Voilà. Alors, je suis perdu. J'arrête parce que j'ai parlé trop longtemps. Merci. Peut-être on prend la question de Lise-Marie. C'est pas vraiment une question, c'est pas très bien. Je voulais vous faire part de quelque chose que je connais un peu parce que j'ai des enfants qui sont enfin j'ai plein d'enfants qui sont tous écolos et qui mettent en action ce qu'ils pensent là où ils sont. Et en particulier dans le bâtiment où une espèce d'économie circulaire est en train de se faire. Et cette économie circulaire, évidemment, a des contraintes, hein. Par exemple, si je veux enlever les fenêtres très utiles et très neuves d'un immeuble qu'on détruit, il faut trouver d'abord des gens pour les enlever correctement et ensuite trouver un endroit où les stocker jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Enfin, vous voyez, ça demande des compétences et puis des obstacles parce que c'est pas facile. On va pas enlever les fenêtres et les mettre automatiquement quelque part. Donc, je veux dire, ça demande toute une organisation qui est en train de se faire et qui dépend aussi d'une autre chose, ça dépend aussi de ce que les clients sont prêts à payer. Or, d'après ce que j'entends de ce qu'on me raconte, c'est quelque chose qui était complexe à mettre en place depuis plusieurs années et que ça demande un assentiment du client, qui est donc tout à fait indépendant, mais qui est le seul à payer. Et c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est-à-dire que petit à petit, des clients commencent à être convaincus et c'est quelque chose qui est donc en train de se faire. Donc, je parle là de la réutilisation des produits au lieu de la fabrication de produits nouveaux. Donc, c'est tout à fait concret et c'est quelque chose qui est en train de se faire. Alors, c'est pas vraiment tous ensemble, mais c'est quand même déjà beaucoup de monde ensemble. Et donc, ça existe. Je connais aussi des gens qui travaillent dans des entreprises, donc des jeunes, qui sont des ingénieurs agro, je sais pas quoi, je connais plus rien du tout dans ces sigles, mais qui maintenant travaillent en recherche et développement dans des entreprises
qui recherchent des nourritures qui ne seraient plus de la viande, donc qui sont, bon, je n'y connais rien, mais ils sont en train d'établir de nouveaux produits de consommation alimentaire, je dirais. Donc ça existe aussi, c'est pas complètement en place, mais ça existe et ça mobilise des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, donc ils sont à la fois jeunes, talentueux et convaincus, parce qu'ils font tous partie de l'Extinction Rébellion. J'en connais qui sont venus de Belgique pour je ne sais plus quelle manif, ils sont venus à vélo, enfin, ils bougent aussi pour ce genre de choses. Donc, je connais plein de choses de ce genre qui, petit à petit, donc c'est pas tous ensemble, bien sûr, mais c'est quand même pour moi plus que de simplement mettre mes déchets chacun dans une poubelle particulière que ce que je fais, parce que moi je suis au stade plutôt zéro de ce que j'appelle le sentiment écologique, si vous voulez. Moi j'ai quand même un certain âge, j'ai donc été élevée, par exemple, à repriser des chaussettes et à utiliser des restes pour fabriquer des plats enfin, la notion d'utilisation des restes, c'est quelque chose qui m'a élevée. Je suis d'une génération évidemment ancienne. Ça ne se fait peut-être plus. Maintenant, on jette les chaussettes, on en achète une paire nouvelle. Bon. Mais ça joue quand même, puisque moi j'ai des petites filles qui viennent me voir. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et donc, j'en ai qui, tout d'un coup, utilisent la vieille machine à coudre. Donc, je veux dire, il y a des choses qui se défont et qui se refont et qui bougent. Enfin, je veux dire, ça existe. C'est pas vraiment le tous ensemble qu'il faudrait politiquement, mais j'y crois pas beaucoup au grand renversement et à la grande révolution, personnellement. Je Mais trouve qu'il y je a peux. plus que simplement un petit effort chacun à vider sa poubelle au bon endroit. Il y a beaucoup plus que ça. Mais tu as raison, Lise-Marie, de dire qu'il y a du mouvement, qu'il Oui, y a il des y en a. choses. Il y a, vous avez compris que je ne suis pas complètement d'accord avec Frédéric sur la politique écologique. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement, enfin, ne serait-ce que la planification écologique, qui sont quand même des éléments qui nous mettent dans le bon sens et un travail. Et, Oui. et on voit bien que dans les entreprises, il se passe des choses. Donc, mais peu importe, c'est bien d'être houspillé. Il y a Claudine qui a une question. Oui, moi je suis quand même très troublée par les derniers événements, tous ces agriculteurs dans la rue, etc. Je pense qu'il y a des clivages quand même très très sévères et qu'on n'est pas prêt de résoudre. Voilà. Parce que là on débat finalement beaucoup entre urbains et les gens plutôt privilégiés, mais voilà. Comment faire? C'est très bien de vouloir faire tous ensemble, mais moi personnellement, je vois pas bien comment. Et Est-ce j'ai que eu tu peux, Frédéric, est-ce que tu peux nous faire part de ton analyse sur la crise agricole là, qui vient de se passer? Oui, alors, bon, bah, je ne serais pas surpris de voir que moi, enfin, comment dire, ouais, c'est vraiment deux poids, deux mesures, quoi, hein. Après la manifestation d'agriculteurs, ils se couchent complètement. Et puis, quand des écolos veulent défendre l'eau pour tout le monde, on leur envoie la Bravem. Bon, voilà. Est-ce qu'on pouvait pas envoyer, enfin, bref. Voilà, la Sainte-Soline, il y a eu 200 manifestants blessés, ce n'était pas des égratignures, 40 grièvement. Le SAMU a été retenu sur l'ordre du préfet pendant des heures et des heures. Et les morts étaient totalement acceptés à l'avance. 4000 grenades envoyées. Donc, voilà, ça me bouleverse complètement. Et puis là, les tracteurs arrivent, on se couche, mais allez-y, reprenez votre glyphosate. Et voilà. Et le mot d'ordre de Attal, il a dit deux mots: produire. Donc, on repart complètement dans une agriculture productiviste, et ça, c'est marcher sur la tête, y compris pour les agriculteurs, voilà. Et protéger. Donc, protéger quoi? Les immenses, les agriculteurs de la FNSEA, que je ne porte pas dans mon cœur, et qui ont, moi j'ai vécu en Champagne, et je sais très bien que c'est des centaines, voire peut-être pas des milliers, alors je vais trop loin, mais parfois 1000 hectares de betteraves. Et ces gars n'habitent pas évidemment à la campagne, ils habitent à Paris, et ils jouent en bourse enfin, je ne sais pas comment on fait, mais enfin, ils vendent en bourse leur blé et leur maïs.
Donc, c'est toujours pareil, c'est vraiment le jeu des plus gros aux dépens des plus petits, parce qu'il y a aussi des syndicats, les confédérations paysannes, etc., qui défendent une bascule, qui défendent une voie raisonnable dans laquelle il faut absolument qu'on s'engage. Donc voilà, ça pour la crise paysanne, je suis assez fâchée en fait, hein, tu t'en doutais un petit peu. Je vous C'est pour recommande ça que un je t'ai bouquin. posé la question. Je vous recommande un bouquin d'un copain suisse qui s'appelle Blaise Hoffmann, qui est romancier. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Faire paysan. Comme on dit, bah, il fait instituteur, il fait épicier. Bah, lui, il fait faire paysan. Il est paysan, il est viticulteur, comme la personne qui me parlait tout à l'heure, Jean-Louis, je crois. Il est viticulteur. Et donc, et comme les Suisses sont très dans le consensus, son vœu, ce serait d'arriver à faire se parler un écolo bobo comme moi et un agriculteur qui a les pieds les pieds dans la terre et qui en bave d'essayer de faire mieux chaque jour. Et donc, c'est intelligent. Il y a un début de dialogue dans son bouquin qui est très bien. Je voulais répondre aussi à la personne qui a dit, mais on peut pas changer les choses rapidement. Je sais pas, quand on interdit le tabac, on interdit le tabac dans les lieux publics. Bah, du jour au lendemain, plus personne n'a fumé dans les bistrots. Et ça nous a paru en une semaine totalement normal. Et on s'est dit, oh bon, on aurait dû le faire avant. Alors que c'était impensable juste l'année précédente. Donc je pense que si on instaurait des quotas pour certains trucs, si de tout d'un coup il y avait on fabriquait plus de SUV, ben voilà, il n'y aurait plus de SUV, ça manquerait à personne. Voilà, je pense que c'est possible et on a des modèles des prises de décision comme ça un peu radicales, à condition que les gens soient informés à l'avance, etc. Ce serait tout à fait possible pour certaines choses, en tout cas. Moi, j'ai pas de réponse pour tout, hein. Maintenant, pour le reste, la situation, mon compagnon, il est ingénieur agronome et il est, comment dire, il est spécialiste de production animale. Donc, je ne vous dis pas la rencontre avec mes enfants, comme ça a été le clash. Voilà. Et il n'était pas du tout écolo au départ. Donc, il était vraiment formé à l'agro de Paris. Donc, ça a été vraiment une rencontre très, très intéressante. Et il y a peu de temps, là, il y a plusieurs années maintenant qu'on est ensemble, il me dit, en fait, je vois la situation, et c'est vraiment intéressant, sa vision. Un peu comme celle du XVIIe siècle, quand Galilée soutenait que la Terre tournait autour du Soleil. L'Église, il dit, on est au bord comme d'une révolution scientifique. En fait, mes jeunes collègues voient les choses, voient le problème dans lequel on est. On ne peut plus continuer à produire comme avant, on ne peut plus extraire comme avant, etc. Les jeunes collègues le voient, les vieux ne le voient pas. Donc, c'est comme si on était au bord d'une révolution scientifique, d'un changement de lunettes, en fait, hein. Et l'Église, au XVIIe, elle s'est arc-boutée sur une vision géocentrée, en prenant à la lettre les Écritures. C'était pas possible de voir autrement, et c'était pas de la méchanceté, c'était une espèce de crispation, comment dire, cognitive, en fait, hein. Et Galilée a dû se rétracter. Et nos gouvernants, j'ai l'impression qu'ils s'arc-boutent sur une vision du monde, de productiviste, en fait, hein. Produire, extraire, consommer. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et ça donne à des gens comme moi l'image qu'ils ont la rage de détruire. Bah, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément le goût de la destruction, sauf peut-être pour certains. Voilà. Mais le problème, c'est que Galilée, la vision du monde de Bellarmine, elle produisait pas des millions de morts. Tandis que le fait de s'arc-bouter sur l'ancienne vision, elle va produire des millions de morts, voire des milliards de morts. Et là, ça donne des gens déracinés, affamés, bombardés, séparés. Ça donne aussi, avec la peur qui monte, ce que disait Anne, c'est-à-dire des fascismes qui s'installent, des visions totalement tribales. On se replie sur sa tribu. C'est un peu ce que font les cathos traditionnalistes, hein. Ils se replient sur Zemmour parce qu'ils ont peur et tout le monde a peur. Donc, quand on ne dit pas la vérité, j'en reviens toujours à mon dada d'Antigone, quand on ne dit pas la vérité, on dirige la colère des gens vers la guerre, parce qu'on n'arrive pas à penser la situation. Donc, voilà, cette révolution scientifique et, comment dire, de vision du monde,
elle peut advenir que si on en parle, que si on fait si on échange, comme on est en train de le faire ce soir, sur nos soucis, sur notre vision, sur notre incompréhension des situations, et que petit à petit, on défait l'écheveau des solutions, et toutes les solutions que vous avez évoquées, elles sont là, et elles existent depuis longtemps, et il y a des tas de gens très doués qui écrivent sur la manière de distribuer, de répartir l'argent, de mieux partager, de s'organiser politiquement, de faire une autre agriculture, etc. Il y a plein de solutions. Claudine a raison, il y a plein de solutions. Encore faut-il qu'elles puissent être connues, qu'elles puissent être acclimatées dans nos cœurs, quoi, dans nos cœurs et dans nos cerveaux, et qu'on n'en ait pas peur, et qu'on ne soit pas arc-bouté sur une vision préconçue de l'autre avec des préjugés, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou bien nous sommes un peu assommés? Écoutez, il est 20 heures. Merci beaucoup, Frédéric, de t'être prêté à ce jeu. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ta position, voilà, qui traduit un certain radicalisme. Donc, oui, Mais alors, on a déjà parlé de ça, toi et moi. Moi, je pense que ce sont nos gouvernants qui sont radicaux, qui sont extrémistes. Les extrémistes, ce sont ces milliardaires bornés et comment dire, arc-boutés sur leur... voilà. Mais bon, voilà, je défends ma position. Jean-Louis, je vois que tu as un petit mot. Non? Ah non. Ah, tu voulais applaudir, voilà. Bon, ben, nous applaudissons. Non, Nous te merci, remercions beaucoup. Je madame. rappelle que le livre s'appelle La Nouvelle Antigone. Hein, je fais mon métier bien. En francs suisses, c'est 20 francs suisses. Je sais pas combien c'est en euros. C'est 17 euros. 17 Alors, euros. comme on n'a passé qu'une heure, on va lire maintenant ceux qui l'ont pas lu, et puis on va vous demander de revenir. Ou alors on va en Suisse. Moi, je préférais aller en Suisse en vélo. Ah bah, vous êtes invité. Vous êtes invité Voilà. avec grand plaisir. Moi, je voulais vraiment vous remercier tous les baptisés, mais particulièrement Patrice, parce qu'elle me fait beaucoup d'honneur d'aimer ce texte, puis surtout de le défendre, quoi. Comme je vous disais, il y a personne pour le défendre pour l'instant. Donc, merci vraiment du fond du cœur, quoi. Voilà. Merci à tous. Merci aussi. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci à vous. Merci. J'ai beaucoup apprécié notre échange, j'ai beaucoup écouté et noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci Frédéric. Merci beaucoup, Claudine. Et bel horizon pour votre livre. Merci beaucoup.